La nuit était tombée sur la petite ville de Pont-Aubry, noyant les ruelles dans un silence humide. Élise Moreau venait d'achever sa première journée dans la maison maternelle, un lieu qui sentait la cire et les secrets. Elle s'apprêtait à fermer les volets, quand le bruit des clés résonna dans la serrure d'entrée. Le son, métallique et lent, fit remonter en elle une terreur d'enfant. Personne n'était censé entrer. Elle retint son souffle, cherchant une explication rationnelle. Le vent? Un voisin? Non, elle connaissait ce bruit, celui des clés de sa mère, disparu depuis des semaines. La poignée bougea, la porte s'ouvrit sur un couloir obscur. Et dans cette obscurité, une présence invisible semblait l'observer, comme si le passé lui-même venait réclamer son dû. Le lendemain matin, Élise tenta de se convaincre qu'elle avait rêvé. Le vent, sans doute, ou la fatigue, mais en descendant à la cuisine, elle remarqua les clés posées sur la table, pas celles qu'elle utilisait. Celle de sa mère, avec le vieux porte-clés en cuir. Elle toucha le métal froid, cherchant à se rappeler où elle se trouvait la veille. Le cœur serré, elle observa les traces de pas légères dans la poussière. Quelqu'un avait marché dans la maison. Plus tard, au commissariat, le capitaine Antoine Lemaire écoutait distraitement les déclarations d'Élise. Son visage impassible cachait une curiosité réelle. Une serrure ouverte sans effraction, des clés anciennes apparues du néant. Cela méritait au moins un regard. Lorsqu'il croisa son regard inquiet, il y lut plus que de la peur. Un passé qu'elle refusait d'affronter. Antoine se rendit sur place dans l'après-midi. La maison semblait intacte. Fermée, mais il perçut la même étrangeté qu'Élise avait décrite. Une impression sourde, celle d'un lieu habité par le souvenir. Dans le salon, il remarqua un tiroir entrouvert et une photo ancienne. 3 personnes y figuraient: Jeanne Moreau, Élise enfant, et un homme dont le visage avait été arraché. Ce soir-là, Élise ne dormit pas. Elle resta assise sur le lit, écoutant les craquements du plancher. Chaque son semblait porteur d'un message. Quand minuit sonna, le téléphone de la maison, pourtant débranché, se mit à sonner lentement. Elle décrocha, la gorge serrée. Une voix lointaine, féminine, souffla à l'autre bout. Élise, yop, puis le silence revint. Le lendemain, Élise retourna à la maison après avoir déjeuné avec Antoine. Le capitaine lui avait promis de repasser dans la journée. En entrant, l'air semblait plus lourd, presque électrique. Dans le couloir, elle aperçut une ombre glisser sous la porte du grenier. Elle hésita, puis gravit les marches, une lampe torche à la main. Là-haut, au milieu des cartons, un carnet attendait, couvert de poussière. Les premières pages portaient l'écriture de sa mère. Assise à son bureau, Élise lut les premières lignes. Sa mère y racontait des cauchemars récurrents, des clés qu'on tournait sans cesse, des voix derrière les murs, un homme sans visage. Plus elle lisait, plus elle sentait une présence familière, presque protectrice, mais lourde d'un secret. Dans la marge, une phrase griffonnée. « Il n'est jamais parti !» Pendant ce temps, Antoine Lemaire interrogeait le voisin, Luc Garnier. L'homme paraissait nerveux, évitant le regard du policier. Il affirma n'avoir rien entendu, mais son ton trahissait une inquiétude profonde. Lorsqu'Antoine mentionna les clés retrouvées, Luc se crispa et demanda si Élise allait bien. Un tic nerveux fit trembler sa main droite, celle où manquait une phalange. En fin d'après-midi, Élise retrouva Antoine devant la maison. Il lui parla brièvement de Luc, de ses incohérences, et de ce carnet qui pouvait contenir des indices. Ensemble, ils parcoururent les lieux, pièce après pièce. Devant la chambre de Jeanne, Élise s'arrêta net. Quelqu'un avait replacé le portrait de sa mère sur la commode.
alors qu'elle l'avait rangé au grenier la veille. Antoine échangea un regard silencieux avec elle. Cette nuit-là, le carnet ouvert sur ses genoux, Élise sentit à nouveau la même vibration sourde dans la maison. Les ampoules clignotèrent, puis tout devint noir. Dans le silence, un bruit de pas monta l'escalier, lent et régulier. Elle murmura le nom de sa mère, sans réponse. Puis la voix, plus proche qu'avant, prononça doucement. Y obéissait. Le matin suivant, Antoine revint sur les lieux avec un mandat. Il souhaitait inspecter le grenier, convaincu que le carnet n'était qu'une partie du puzzle. En fouillant, il découvrit une boîte en métal cachée sous les lattes du plancher poui. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos et un rapport de police daté de 1992, disparition d'un certain Paul Garnier. Le nom fit tressaillir Élise. Garnier, comme Luc. Assis dans la cuisine, Antoine examina les lettres. Elle parlait d'une relation secrète entre Jeanne Moreau et Paul Garnier, le père de Luc. Leur liaison semblait avoir tourné au drame. Une lettre datée de l'hiver 1992 se terminait brutalement. « Je crains que tout soit découvert. » Élise lut ces mots, sans voix. Dans son regard, une fissure s'ouvrait, celle de la vérité qu'elle pressentait depuis toujours. Antoine retourna au commissariat et consulta les archives du dossier Garnier. Le corps n'avait jamais été retrouvé, mais un témoignage mentionnait des cris dans la maison Moreau, une nuit d'hiver. Aucun lien n'avait alors été prouvé. En quittant les archives, il se sentit observé. Dans le reflet d'une vitre, il aperçut fugacement le visage d'un homme qu'il ne reconnut pas, puis plus rien. Pendant ce temps, Élise, seule dans la maison, consulta de nouveau le carnet de sa mère. Certaines phrases semblaient avoir changé. Les mots écrits à la main s'étaient modifiés. Là où il était écrit « Il n'est jamais parti », une nouvelle phrase apparaissait. « Tu le trouveras sous les racines ». Un frisson la traversa. Elle pensa au vieux tilleul derrière la maison, celui que Jeanne refusait qu'on approche. Au crépuscule, Antoine rejoignit Élise dans le jardin. La terre autour du tilleul semblait récemment remuée. Ensemble, ils creusèrent. La respiration courte, jusqu'à heurter quelque chose de dur. Un coffret en bois, scellé, rongé par l'humidité. En l'ouvrant, Antoine découvrit un portefeuille, un bracelet cassé et une montre gravée. Pidgé, Élise recula, le souffle coupé. La vérité dormait sous leurs pieds depuis 30 ans. Au commissariat, Antoine fit analyser les objets trouvés dans le coffret. L'ADN confirma qu'ils appartenaient bien à Paul Garnier. Mais le plus troublant fut une empreinte récente sur la montre. Celle de Luc. Antoine garda le silence un instant, puis comprit. Luc savait. En sortant du bureau, il appela Élise, mais elle ne répondit pas. Pendant ce temps, Élise errait dans la maison, agitée. Les murs semblaient respirer. Chaque craquement, chaque souffle lui rappelait la présence invisible qui rôdait depuis des jours. Dans le miroir du salon, elle crut voir la silhouette d'un homme debout derrière elle, immobile. Sans visage. Elle se retourna brusquement. Le miroir n'était plus qu'un éclat vide. Antoine retrouva Luc près du port de Pont-Aubry, accoudé à une rambarde. L'homme semblait épuisé, les traits tirés. Après quelques échanges hésitants, Luc avoua avoir découvert le corps de son père enfant, enterré près du tilleul. Jeanne l'avait convaincu de garder le silence, disant qu'elle le faisait pour protéger Élise. Antoine sentit le poids du mensonge, vieux de 30 ans, s'abattre sur eux tous. De retour chez elle, Élise ouvrit une malle qu'elle n'avait jamais osé toucher. À l'intérieur, une robe tachée, des lettres d'amour entre Jeanne et Paul, et un revolver ancien. Les pièces s'emboîtaient enfin. Sa mère avait tué Paul dans un accès de désespoir,
craignant qu'il quitte tout pour une autre. Élise s'effondra, comprenant que la maison n'était pas hantée. Elle cherchait à lui dire la vérité. Antoine arriva chez Élise à la tombée du jour. Il la trouva assise dans le salon, le carnet de Jeanne ouvert sur ses genoux. Elle lui raconta tout. Antoine resta silencieux, conscient que cette vérité détruisait autant qu'elle libérait. Puis, un bruit sourd retentit à l'étage. Ensemble, ils levèrent les yeux. Le plafond craqua doucement, comme si quelqu'un marchait encore là-haut. La nuit tombait quand Antoine monta inspecter le grenier. Élise resta en bas, immobile. Les marches craquaient sous ses pas, lentes, précises. Il sentit un souffle glacial, presque humain. Entre les poutres, il découvrit une cache murée, à demi effondrée. À l'intérieur, un coffret de bois plus ancien que le reste de la maison. Il l'ouvrit, un enregistrement sur cassette étiqueté pour Élise. Ils écoutèrent la cassette ensemble. La voix de Jeanne Moreau s'éleva, fragile, chargée de remords. Elle racontait tout. La dispute, le coup de feu, la peur. Puis le silence imposé à lui. Elle suppliait Élise de lui pardonner, expliquant qu'elle n'avait jamais supporté de voir la même lumière dans ses yeux que dans ceux de Paul. Élise pleura en silence, les mains serrées sur le magnétophone. Après l'enregistrement, un silence lourd s'installa. Antoine sentit la fragilité d'Élise, brisée entre amour et horreur. Il lui dit doucement que la vérité devait être dite, que la maison méritait enfin la paix. Ensemble, ils décidèrent de signaler la découverte au procureur. Mais en sortant, Antoine remarqua des traces de pas fraîches dans le couloir. Quelqu'un d'autre était entré. Luc était revenu, trempé, les yeux fous. Il exigeait qu'on lui remette la cassette. Il criait que tout cela devait rester enterré. Antoine tenta de le calmer, mais Luc sortit un couteau. La main tremblante, Élise, pétrifiée, le regardait s'effondrer sous le poids de sa propre culpabilité. « Oguet, elle voulait juste que tu saches, » murmura-t-elle. Luc lâcha la lame et tomba à genoux, sanglotant. Lorsque la police emmena Luc, Élise resta seule devant la maison. Le vent s'était apaisé, les nuages se déchiraient lentement. Elle sentit pour la première fois que la maison respirait librement. En rentrant, elle posa les clés de sa mère sur la table. Leurs tintements résonnèrent longtemps dans le silence. Puis, elle sourit faiblement, en murmurant « Yoguet, c'est fini. Yo ». Les jours suivants, Élise resta recluse dans la maison, vidée. Le silence, autrefois oppressant, lui semblait maintenant apaisant. Elle tria les affaires de sa mère, rangea chaque lettre, chaque photo, comme pour recoudre le passé. Dans la lumière pâle du matin, elle sentit enfin une paix fragile, celle qu'on ne trouve qu'après avoir tout perdu. Antoine revint plusieurs fois la voir. Il lui proposa de quitter Pont-Aubry, de recommencer ailleurs. Mais Élise refusa. Elle disait que cette maison était tout ce qui lui restait et que fuir reviendrait à trahir le pardon qu'elle venait d'offrir à sa mère. Antoine, lui, voyait dans ses yeux une force nouvelle, celle de ceux qui ont survécu à la vérité. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre de Jeanne, Élise découvrit une enveloppe scellée glissée derrière la commode. À l'intérieur, une dernière lettre, écrite peu avant la mort de sa mère. « Je savais qu'un jour tu entendrais les clés, ma fille. » Ce n'était pas un appel à la peur, mais à la mémoire. Élise referma la lettre et la glissa dans le carnet, le cœur apaisé. Antoine, de son côté, bouclait son rapport. Il nota les faits, mais garda pour lui les détails intimes. Certaines vérités n'appartiennent qu'à ceux qui les ont vécues. En signant la dernière page, il repensa à sa propre fille, à ce qu'il avait perdu. Peut-être que, comme Élise, il venait de trouver une forme de paix. La dernière nuit, Élise sortit dans le jardin. Le tilleul se balançait doucement dans le vent, apaisé, presque bienveillant. Les clés de sa mère pendaient toujours à la serrure.
muets. Elle les fit tourner une dernière fois, juste pour entendre ce son qui avait tout commencé. Le bruit résonna dans l'air calme, non plus comme une menace, mais comme un adieu. Le matin se leva sur Pont-Aubry, dans une lumière claire. Élise marcha jusqu'à la rivière, là où tout avait commencé 30 ans plus tôt. L'eau reflétait le ciel comme un miroir neuf. Elle pensa à Jeanne, à Antoine, à Luc. Rien n'était simple, rien ne le serait jamais. Mais le fardeau s'était enfin transformé en mémoire. Elle respira profondément et sentit le monde redevenir vivant. Antoine vint la retrouver au bord du quai. Ils restèrent un long moment sans parler. Deux êtres marqués par la perte, réunis par un secret qui les dépassait. Antoine posa une main sur son épaule, sans un mot. Ce silence valait 1000 aveux. Il savait qu'il ne la reverrait peut-être plus, mais qu'ils avaient tous deux bouclé un chapitre que d'autres avaient fui. Quelques semaines plus tard, Élise rouvrit son atelier à Rouen. Elle reprit ses pinceaux, ses toiles, ses couleurs. Ses gestes, d'abord hésitants, retrouvèrent leur justesse. Dans la lumière des verrières, elle sentit la présence de Jeanne, non plus spectrale, mais douce, réconciliée. Chaque trait sur la toile semblait dire « Tu peux vivre maintenant ». Antoine, lui, avait demandé sa mutation. Il quitta Pont-Aubry sans se retourner. Sur la route, il alluma la radio. Une vieille chanson française remplissait la voiture, celle que sa fille aimait. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à sourire. Derrière lui, les collines s'effaçaient, emportant les fantômes de la maison Moreau. La maison, désormais vide, repose dans un silence apaisé. Les volets ouverts laissent entrer le vent, soulevant doucement les rideaux. Sur la table, les clés de Jeanne brillent sous le soleil, immobiles. Puis un souffle léger, imperceptible. Les fait teinter une dernière fois. Élise, où qu'elle soit, lève la tête au même instant, sans savoir pourquoi, et sourit.